Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de votre nouvelle émission e-Booster. Dans ce magnifique décor de la Villa Absatoussi de Dakar. e-Booster est une télé-réalité inédite dans laquelle vous verrez 10 entrepreneurs compétir afin de vous montrer leurs compétences et de renforcer leurs capacités. Ils viennent de milieux différents et ils évoluent dans des domaines différents comme l'agroalimentaire, l'élevage, les cosmétiques, les énergies renouvelables ou encore le secteur de la technologie. Et pendant ces 10 jours, ils seront formés et évalués par des coachs et mentors tout au long de ce programme. Pour au final en ressortir les 3 meilleures performances qui vont s'affronter lors de la grande finale de 2025 qui vous sera présentée en direct. Nous sommes dans un contexte où une partie de la jeunesse sénégalaise doute de sa capacité de réussite, jusqu'à même engendrer un de nos plus graves fléaux, l'immigration irrégulière. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir de vous faire découvrir 5 jeunes hommes et 5 jeunes femmes qui y croient en leurs capacités, qui ont la passion pour l'entrepreneuriat et qui croient en leur réussite à l'intérieur de leur pays. Sans plus tarder, allons à la découverte de nos candidats. Salimata Cham est une serial entrepreneur aux multiples casquettes. Elle est la fondatrice de la marque de vêtements tradi moderne Glamour by Lisa et de la gamme cosmétique Aïda qui propose des soins pour la peau. Mère de 2 enfants, elle est également l'initiatrice du salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar. Ousmane Bayo est le directeur du GIE Taro, une entreprise qui évolue dans l'agriculture, l'élevage et plus particulièrement la pisciculture dans la région de Tambacounda. Ousmane et son équipe jouent un rôle important pour lutter contre l'exode rural et l'immigration irrégulière qui touche sa région. Moustapha Ndiaye est un jeune geek issu de la région de Dakar. Il est le CEO de Teranga AI, une start-up qui propose des solutions grâce à l'intelligence artificielle. Il est également à la tête du projet EcoWatt, qui est une application qui permet aux consommateurs de mieux gérer et d'optimiser leur consommation en électricité. Jatou Jeju est la fondatrice de Casa Biosol, une start-up qui valorise la pulpe d'acajou qu'elle transforme en aliment de volaille dans la région de Ziguinchor. Cette technicienne en énergie renouvelable de formation est une passionnée de l'entrepreneuriat et est mère d'un petit garçon de 20 mois. Maria Madjibril Awadjalo est la fondatrice de la marque Karimaya qui propose des produits cosmétiques à base de matières premières locales. Originaire de Dakar, elle se définit comme une femme à 3 casquettes en jonglant sa vie de mère, d'épouse et d'entrepreneur. Massar Sall est le cofondateur de la start-up World Order, une application qui permet aux restaurants et aux fournisseurs de se connecter et de se digitaliser. Ce senior data engineer de formation a pour ambition de devenir un acteur incontournable dans la transformation digitale. Abdallah Ndiaye est le fondateur d'Access Énergie Solaire, une start-up basée à Thiès qui propose aux agriculteurs des systèmes de pompage solaire intelligents. Ce technicien supérieur en énergie renouvelable a pour ambition d'étendre ses services un peu partout au Sénégal et dans la sous-région. À part ça, Abdallah est taquin de nature. Les candidats sont prévenus. Seynabou Diane Diallo est la fondatrice de la start-up Agrocom, une ferme verticale innovante située à Kolda et qui est dédiée à la production durable de fruits et légumes frais. Son projet vise à répondre aux défis croissants de l'insécurité alimentaire, de la rareté de l'eau et des impacts du changement climatique dans le secteur agricole. Mamadou Boy Diallo est le cofondateur du GIE des jeunes travailleurs qui s'active dans la production et la transformation de produits agricoles tels que le fognon dans la région de Tambacounda. Après son master obtenu au Brésil, Mamadou décide de rentrer dans sa région, animé par l'ambition de nourrir les Sénégalais et de jouer un rôle crucial dans la souveraineté alimentaire. Originaire de Kaffrine, Maria Mandao est la fondatrice de Mafa Sublime, une plateforme e-commerce qui permet aux couturiers de sa région de proposer des tenues traditionnelles et tradimodernes aux clients du Sénégal et de la diaspora. À 23 ans, elle est la cadette de cette première saison de e-Booster. Mais cela ne compte pas l'arrêter pour faire partie des 3 finalistes. Bonjour chers entrepreneurs. Bonjour. Ah, vous avez la forme,
On dirait que ça va, pas trop stressé. Salimata, ça va? Ça va bien. Tu vas bien? T'es un peu stressé quand même ou pas du tout? Et Mariama, comment ça va? Ça va? Très bien. Et du côté des hommes, Momodou? En pleine forme. La première impression a été timide, évidemment. C'était la première fois qu'on se croise. Mais automatiquement, il y avait la fibre entrepreneuriale qui s'est réveillée. Abdallah? Excellent, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Super. Ben moi, je suis heureuse d'être parmi vous. Et tout d'abord, je veux commencer par vous dire félicitations. Pourquoi? Parce que vous avez été sélectionné parmi une centaine de candidatures après un processus très rigoureux. Donc, si vous êtes là, c'est que vous méritez d'être là. Alors, je dirais que l'émission e-Booster a été mise avec une mission claire de former et d'accompagner des jeunes entrepreneurs sénégalais pour faire d'eux donc des leaders de demain et inspirer la prochaine génération pour un changement positif du Sénégal. Vous avez aussi beaucoup de chance. Pourquoi? Parce que à travers ce programme, vous allez être accompagné par des coachs de renom qui vont mettre l'accent sur 4 aspects avec vous. Tout d'abord, c'est le développement personnel, le leadership, le branding et le marketing, l'éducation financière, bien entendu. N'oublions pas que vous êtes en compétition, mesdames et messieurs. Et bien entendu, qui dit compétition, dit dépassement de soi. Alors les meilleurs, ceux qui pourront bien entendu retenir l'attention des coachs et du jury, vont passer toujours à l'étape supérieure. Il y aura 3 phases d'élimination. Et après ces 3 phases, il y a forcément des finalistes, 3 finalistes qui vont compétir lors de la grande finale qui sera en direct, je vous le dis, et d'où va sortir le grand vainqueur de e-Booster saison 1. Alors voilà, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir avec moi ceux qui vont vous accompagner, les coachs et les mentors? Oui? Parfait, découvrons-les ensemble. Balkissa Ahmadou est une consultante en marketing et personnel branding qui accompagne les particuliers, les entreprises et les PME-TPE. Elle les aide à élaborer des stratégies marketing impactantes et une bonne présence digitale afin d'accentuer la croissance de leur entreprise. Mariam Sarro est une coach en développement personnel et en prise de parole en public. À travers son cabinet Gratitude Feeling, elle accompagne des jeunes entrepreneurs à transformer leur sensibilité en force pour s'affirmer. Khadijatou Sissé est une coach formatrice en intelligence émotionnelle et en leadership. À travers son cabinet Wiwartan, cette coach certifiée ICF accompagne les startups et les PME dans le développement personnel et la gestion émotionnelle. Aïssatou Padan Ndiaye est la fondatrice du cabinet Yusran Financial Service. Cette analyste financière qui a travaillé pour de grandes multinationales a créé son cabinet pour accompagner les PME et TPE à optimiser leurs chances pour avoir accès au financement. Arona Sow est le responsable des renforcements de capacités au sein de l'USAID Entrepreneuriat et Investissement. Arona accompagne et forme les entrepreneurs dans le développement des soft skills, tels que le développement personnel et le leadership. Mariam Ndiaye, aka The Money Coach, est la jeune fondatrice de UpTribe, une plateforme qui aide les entrepreneurs comme les particuliers dans l'éducation et la gestion financière. Grâce à ces ateliers de formation, Mariama a accompagné des centaines d'entrepreneurs à optimiser leur gestion financière et leurs revenus. Ndeye Khadissal est une consultante en stratégie d'entreprise avec plus de 25 ans d'expérience dans le management, le marketing et la vente dans le secteur pharmaceutique et dans la grande distribution. Elle nourrit la passion pour l'entrepreneuriat et accompagne les PME et TPE pour être compétitives. Et voilà, l'aventure e-Booster démarre pour nos candidats. Ils vont directement entrer dans le vif du sujet avec leur première formation sur le business plan dispensée par Madame Aïssatou Padan Ndiaye. Nous allons vraiment essayer de faire de cette journée quelque chose d'assez fructueux pour vous. Et je voudrais que ce soit interactif, d'accord? En matière de business plan, vous savez, il y en a beaucoup qui pensent qu'un business plan, voilà, c'est un document de 50 pages, excusez-moi du terme, où on raconte sa vie, qui va essayer de convaincre quelqu'un parce qu'on lui a dit que voilà, mon projet, il va réussir et il va faire des milliards de chiffre d'affaires. Il va faire ceci, il va recruter, il va payer des impôts et autres. Mais, au fond, un business plan, c'est un document, je pense, qui doit être
beaucoup plus pertinent que ça, beaucoup plus intéressant que ça. Vous êtes des entrepreneurs, vous savez que des fois vous êtes tellement la tête sous l'eau que vous n'arrivez pas à vous rendre compte de ce qui se passe. Mais à un moment donné, c'est bien de s'asseoir et de noter. Qui tient une comptabilité formalisée, avec des états financiers visés? Une seule. La main fort, il faut lever les deux mains. Les femmes, les jeunes femmes. Voilà, donc ça également, c'est le nerf de la guerre. Business plan, ce n'est pas que du ego trip. Parler de soi de la meilleure manière possible, ce n'est pas que ça. À un moment donné, il faut mettre quelque chose sur la table, proposer du concret. On est d'accord? À travers les activités que nous menons avec le Salon de l'entrepreneuriat féminin de Dakar, ce qui nous a permis de mettre en place un plan d'encadrement pour suivre plus de 20 femmes entrepreneurs, à savoir concernant le leadership, la confiance en soi, les états financiers ainsi que l'outil comptable. Donc d'ailleurs, je fais partie de ce programme dont j'ai bénéficié. Selon vous, quelles sont vos contraintes? Pourquoi est-ce que vous ne tenez pas de comptabilité? C'est une grosse contrainte, hein, vous savez, pour les entrepreneurs aujourd'hui. Bon, nous avons la question de l'éducation financière. Nous avons la question de, voilà, je suis tellement pris par mes activités et par ma production que je n'ai pas le temps de m'occuper des chiffres. Après, un jour, je vais m'arrêter d'ici la fin de l'année pour essayer de voir finalement comment ce que j'ai fait. Mais quand on ne s'assoit pas pour faire le point, on n'a pas de visibilité. Donc la visibilité, elle est primordiale. Certains définissent un business plan comme étant un tableau de bord. C'est aussi un tableau de bord, parce que c'est ce qui nous donne l'information. On peut vouloir faire un développement interne. À partir de ce développement interne, comme ce qu'elle est en train de préparer, avoir quand même une situation et savoir ce que, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il y a énormément de types de business plan. Il y en a 9. Donc la partie rédactionnelle, en général, qui représente 80%, on écrit beaucoup, vous savez, quand on dit business plan. Même si c'est 5 pages, la partie rédactionnelle, elle va toujours dominer. Après, nous avons une partie financière. En général, on peut regarder le business plan, mais à un moment donné, là, on ouvre les chiffres et on regarde. Parce que c'est ça qui nous intéresse réellement. C'est la rentabilité. C'est ce qui nous permet de savoir, au-delà de la confiance, est-ce qu'on a envie de mettre nos sous ou pas. Donc, c'est 5 principaux points. Donc, le résumé exécutif, l'entreprise et le management, le marché, le projet, les projections financières. Quand on parle de business plan efficace, selon vous, on peut aller sur combien de pages? 10 pages? Maximum une vingtaine de pages, oui. Je pense que c'est raisonnable, hein? 20 pages, je pense que c'est assez raisonnable. On parle de tout ce qu'il faut dans 20 pages. Maintenant, vous savez, des fois, en général, pour tout ce qui est fusion, acquisition, lorsque c'est des investisseurs, c'est des gens qui doivent rentrer dans votre capital, là aussi, je ne vais pas dire que c'est plus sérieux, non, on ne va pas dire ça, mais peut-être qu'ils vont avoir besoin de savoir un peu plus. D'en savoir un peu plus. Là, on peut prendre la latitude peut-être de bien expliquer. Ça dépend du produit, ça dépend du projet. Et il y a beaucoup de variantes. C'est à vous de voir, en fonction de la pertinence de ce que vous voulez exposer, est-ce que je dois aller sur plusieurs pages ou moins? On n'est pas figé, mais on dit en général qu'un business plan doit être compris entre 15 et 40 pages maximum. Le business plan était quelque chose de très stressant pour moi, parce que je ne l'ai jamais rédigé. Et j'avais beaucoup de problèmes à le faire. La formation m'a permis de savoir beaucoup de choses, surtout en matière de comptabilité. Pendant plus de 5 heures, Aïssatou Panandiaï a échangé et partagé avec les candidats sur les différents éléments du business plan. Et vers la fin de la formation, elle va les évaluer sur un cas pratique. Nous allons aller dans les cas pratiques. Et c'est pour ça qu'on a distribué des post-it jaunes et verts. Vous allez pouvoir faire un cas pratique où vous nous présenterez un business plan. Groupe vert. Qui sont les verts? Allez les verts. Donc c'est une ferme, d'accord? On est dans l'agriculture et l'élevage, d'accord? Donc la ferme fait également de la transformation de produits. Opportunité. Financement de 200 millions. Orange. Projet de plateforme web pour la commercialisation de produits et services divers. Opportunité. Prise en charge de 100% du budget de développement de la plateforme. Vous avez 10 minutes. Et c'est parti pour les deux équipes qui ont 10 minutes pour rédiger des business plans convaincants. Nous allons voir comment ils s'organisent et comment ils vont travailler sous la pression. L'agriculture sénégalaise, en plein champ, basée sur le sol, est confrontée à des défis majeurs. Nous sommes une UCARL créée depuis 2019, donc 5 ans d'expérience. Nous voulons cultiver de manière horizontale de la tomate sur 1 hectare,
Donc notre mission est de fournir sur tout le Sénégal de la purée de tomates fraîches. Se lancer dans l'agriculture, on a besoin de terre. Nous avons besoin d'un hectare qui coûte 3 millions avec tous ses besoins. Nous pourrons faire de l'Afrique le grenier du monde. Le temps est écoulé. Merci. Terminé? Oui, terminé. Ok, super. D'accord. Merci beaucoup pour ce travail. Merci. C'était pas évident. Merci. D'accord. Après, on va faire le débrief. Merci. Donc, l'équipe orange. Alors, savez-vous qu'aujourd'hui, le commerce, bien évidemment, fait partie en tout cas des domaines d'activité qui aujourd'hui représentent plus de la moitié de l'économie sénégalaise. Notre mission est de rendre accessible une large gamme de produits tout en garantissant un parcours d'achat simple, sécurisé et rapide pour nos clients. Le marché du e-commerce au Sénégal est en pleine croissance, soutenu par une adoption croissante des technologies numériques et un accès accru à l'Internet. Les secteurs des cosmétiques, de l'énergie solaire et de l'agriculture présentent tout un effort potentiel en termes de demande. Nous avons fait une prévision d'un chiffre d'affaires de 102 millions sur les 3 prochaines années. Donc, les agriculteurs, qu'est-ce que vous pensez de Ilouma? Moi, ce que j'ai remarqué, personnellement, Ilouma ne vient pas d'être créé là tout de suite. Ilouma a été créé depuis très longtemps. J'avais pris une entreprise créée depuis très longtemps. Ça, c'est le développeur ou Madame la cosmétologue. Ilouma n'est pas créé là tout de suite. Je vous donne une note 2 pour plagiat. Ils étaient trop rapides pour produire un document vraiment complet, quoi. Nous, on avait tellement de difficultés avant d'obtenir le texte qu'on a pitché pour les présentations. Mais eux, quand ils ont commencé à présenter, j'ai dit, mais où est-ce qu'ils sont sortis ce document-là? J'ai dit qu'ils ont fait un plagiat. Mais après, vous savez, il y a l'esprit de Salimata, l'esprit de Massar, le calculateur. Donc après, j'ai rectifié la note sur la base d'explications vraiment claires. Voilà. Ils ont bien gratté, qu'ils ont bien pris tous les éléments qui contournent ce projet-là. Sur 10 combien? 8 quoi. 8 sur 10, hein? Je donne 8. 8 sur 10. Je n'ai pas aimé le temps que vous avez pris. Donc vous avez 5 minutes, mais vous avez débordé largement par rapport au temps. Donc je crois que la prochaine fois, il faut vraiment penser à gérer le temps. Donc l'autre là, il est venu 2 fois pour parler de la même chose. Donc je pense qu'en tant que financier, je n'ai vraiment pas le temps de rester là à écouter des répétitions. Et pour cela, je donne la note de 7 sur 10. J'ai adoré la présentation de Madame Seynabou, exactement. Elle a passé en revue toutes les parties de leur entreprise, d'accord. Je vais donner la note de 8. J'avais juste un petit doute. Par exemple, vous avez une surface d'1 hectare et en fait le montant que vous avez estimé, il était beaucoup trop petit. Du coup, c'était juste la petite incohérence et du coup, je vous donne la note de 4. On est en compétition, du coup je souhaite que mon équipe gagne. Donc je pense qu'on avait à peu près 36 points et nous, lorsqu'on notait l'autre équipe, ils étaient à peu près à 30 avant ma note et donc il fallait faire un choix. Et j'ai choisi de leur donner une mauvaise note, même si le projet n'était pas si catastrophique que ça. Je tiens à tous vous féliciter. C'est pas évident. Vous voyez, non? C'est pas évident. Qu'est-ce qui a pu peut-être faire, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la mise en situation, vous voyez? La difficulté que vous avez par rapport au temps et autres. Donc ça me rappelle un peu peut-être votre quotidien. Votre quotidien par rapport à votre activité, l'exploitation, la production, d'accord? Et derrière, vous devez courir derrière le financement. Vous devez tenir une comptabilité et tout ça. C'est une miniature, quoi, disons un peu, de la vie de l'entrepreneur. Donc ça vous montre qu'il faut toujours avoir la tête froide et vous dire que l'opportunité, ça vient à tout le monde.
Et je pense qu'à la fin de la session e-booster, vous allez en sortir plus solide, plus grand et autres. Et vous allez pouvoir, ce travail qu'on a fait là, le faire pour votre propre entreprise, maintenant avec un autre, sous un autre angle. Parce que vous voyez qu'on peut avoir différents regards de votre entreprise, différents regards de ce que vous proposez pour pouvoir faire du développement. Après ce cours intensif sur le business plan, les candidats profitent d'un moment de répit et apprennent à faire connaissance. Bon, pour le premier jour, l'ambiance n'était pas au top quand on venait parce qu'on ne se connaissait pas, on venait de se faire connaissance et tout. Mais une fois qu'on a passé 1 à 2 heures, c'est comme si on a fait ici des mois. Moi, je suis un taquineur, je suis un perturbateur. J'ai vite fait commencer à taquiner mes camarades. Nos candidats enchaînent avec une autre formation animée par coach Khadijatou Cissé qui va leur parler de la résilience. Qui a déjà mangé de la résilience? Il paraît que c'est un fruit. Qui en a déjà mangé? Tout le monde en a mangé de ce fruit qui est la résilience? Ben alors parlez-moi de la résilience. Comment elle est? Pour moi, la résilience, c'est quelque chose de parfois très amer. Amer. Oui. C'est pas facile en fait de se soumettre face à la résilience. Pour moi, la résilience, c'est un aspect nécessaire dans tout processus d'apprentissage. Et aussi, si vraiment on veut aller loin, haut, il faudra qu'on ait cette capacité de s'adapter à un choc et à des chocs face vraiment à un écosystème entrepreneurial parfois très brutal. On m'avait tracé un chemin. C'était quoi? C'était après les études, d'avoir un boulot, aller travailler, selon ma maman. Et avec les réalités du marché, après mes études, je me suis retrouvée à l'école du chômage où j'ai beaucoup appris. C'est là-bas même que j'ai appris la résilience. C'est la capacité de tomber, de se relever. C'est la capacité de faire face aux défis. C'est la capacité de les affronter. C'est la capacité de les accepter. Et quand on parle de l'aspect émotionnel, on revient à l'intelligence émotionnelle avec la gestion des émotions, le contrôle du stress qui est crucial pour maintenir un mental. Quand on est en entrepreneuriat, on est confronté chaque jour, chaque nuit à des défis quotidiens par rapport à la gestion de ces émotions, à comment les appréhender, comment les accepter, comment les accueillir et comment réagir pour les surmonter. Parfois, on peut tomber dans d'autres situations et qu'on ne parvient pas à se relever. Donc là-bas, quels sont les conseils ou bien des choses qu'on peut dire là-bas par rapport à la résilience? Ça arrive, et ça nous est tous arrivé, de se dire, c'est la fin. On n'a pas été préparé. On a tellement dépensé, on s'est tellement donné, on s'est tellement investi dans ce programme, dans ce projet. Et maintenant, voilà qu'est-ce qui nous arrive. Il faut prendre le recul. On peut toujours se relever. Pour la gestion des émotions, il faut savoir identifier et nommer les émotions pour les maîtriser. Vous savez combien de cerveaux nous avons? Nous avons 3 cerveaux. Nous avons le cerveau, nous avons le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui fait de nous des animaux. C'est le cerveau instinctif, qui agit instinctivement. C'est l'animal qui est en toi qui se réveille. Et nous avons le néocortex, c'est le cerveau rationnel. Quand Descartes disait « je pense donc je suis », il fait allusion au cerveau rationnel. Et nous avons le cerveau limbique qui est le berceau des émotions. C'est là où il y a les émotions. Et en parlant des émotions, il y a des émotions primaires, il y a des émotions secondaires. Et toutes les émotions ne sont pas négatives. On a besoin de ces émotions. Je prends l'exemple de la peur, par exemple. Imagine, tu es là en train de traverser devant la maison Absatou et immédiatement, il y a un bus Tata qui s'amène sans frein. Qu'est-ce que je fais courir? Donc, ta vie est sauvée parce que tu as eu peur. Ça. Toutes les émotions ne sont pas négatives. On a besoin de ces émotions. Et quand on est dans cette dynamique de pouvoir se préparer à la résilience, il faut savoir connaître les émotions.
Quelles sont nos émotions? Alors que nos candidats sont pleinement concentrés dans leur atelier, ils vont recevoir un invité très spécial. Je pense que nous avons une invitée surprise. Monsieur Gagne, le parrain de cette cohorte, est là. Je vous demande d'applaudir son entrée dans la salle. Bienvenue, Monsieur Gagne. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre atelier où l'on parle de résilience. Et je suis sûre que vous aurez l'occasion de nous en dire beaucoup plus par rapport à votre parcours sur tout ce qui concerne la résilience. Avec grand plaisir. Merci, Monsieur Gagne. Monsieur Gagne, on est en train de parler de gestion des émotions, de la reconnaissance des émotions et de l'aspect positif, à la fois positif et négatif des émotions. Et je disais tantôt aux apprenants que les émotions ne sont pas toutes négatives. Par exemple, si on arrive à courir devant un bus qui perd les freins, c'est parce qu'on a eu peur. Donc l'émotion peur, qu'on a souvent tendance à dénigrer, à un aspect positif qui peut nous sauver la vie. Tout comme parfois il nous arrive d'avoir de la gaieté et en faire plus jusqu'à arriver à un stade où on s'enferme dans les regrets. Vous voyez un peu? Alors, M. Gagne, si vous avez un mot à nous dire par rapport à la gestion des émotions. Merci beaucoup. D'abord, un grand plaisir d'être devant cette assemblée d'entrepreneurs. Je crois énormément à l'entrepreneuriat et je pense que c'est la voie royale d'accomplissement pour tout individu. Et donc, c'est bien que vous me parliez d'émotions parce que j'en ai eu en arrivant. Et aujourd'hui, dans la nature humaine, l'émotion est un élément fondamental qui est en nous. Nous réagissons de façon primitive par nos émotions. Mais nous avons des filtres que nous mettons derrière. C'est notamment la raison, c'est notamment l'expérience. Et quand on met tout ça ensemble, ça donne ce qu'on appelle la lucidité. L'entrepreneuriat, c'est un engagement. Un engagement, quand on le fait, on a une cible, on a un idéal, il y a quelque chose qu'on veut atteindre. Souvent, il y aura beaucoup d'obstacles sur le chemin. Des obstacles qu'on va inventer nous-mêmes, parce qu'on va se donner des limitations, on va avoir des peurs qui vont nous entourer, ou on va avoir une surambition, un besoin vraiment très accéléré de réussite ou d'accomplissement. Et ça, aujourd'hui, il va falloir le transcender. Il faut se dire qu'en entrepreneuriat, quand on a un objectif et qu'on se donne les moyens de l'atteindre, normalement, on l'atteint. Maintenant, les leviers, ça va être le temps. Mais quand on est entrepreneur et qu'on fait de l'innovation et qu'on tombe sur une réaction timide du marché, là, ça peut atteindre quand même votre espoir, votre volonté de réussir. Et si vous l'avez prévu, c'est bon. Si vous ne l'avez pas prévu, ça peut vous apporter des difficultés. Et là, il faut donc essayer de dire comment je module, comment je change pour pouvoir arriver à quelque chose de plus réaliste. Donc en résumé, pour ne pas prendre tout le temps de madame, sachez que la logique de quelqu'un qui entreprend, c'est de réussir. C'est ça qui est l'option. Et on peut même dire que l'exception, c'est de ne pas réussir. Mais vous savez, des fois quand on est pressé, on peut penser que le retard de succès est un échec. Le retard de succès n'est pas un échec, c'est le chemin justement du succès. Tout le monde n'a pas la même chose. Certains vont faire quelque chose qui va faire le buzz en 6 mois, ils ont réglé tous leurs problèmes. Pour d'autres, il en faudra beaucoup plus. Mais la résilience, c'est d'y croire et surtout de faire en sorte que vos moyens ne soient pas insuffisants par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Moi, j'ai accepté le chemin qui s'est présenté à moi, c'est-à-dire un stage. Un stage non rémunéré. C'est important de le dire. Pendant 2 ans, j'ai fait un stage non rémunéré dans une administration. C'était le ministère du Commerce. Et je travaillais pour un projet, figurez-vous, qui allait devenir Gagne 2000. Et je ne le savais pas. Et donc, j'ai commencé tout seul. Et aujourd'hui, c'est une entreprise de 150 personnes qui fait toutes les plateformes de dématérialisation au Sénégal, qui a travaillé dans d'autres pays comme le Kenya, le Burkina, les Guinées, un peu partout. On a même été sollicité comme expert en Asie centrale, c'est-à-dire dans des pays comme le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, la Mongolie. C'est assez bizarre, hein? On était presque les seuls Sénégalais à avoir posé les pieds là-bas. Donc, on y a cru. Et aujourd'hui, on incarne dans ce métier-là, quelque part, l'excellence, parce qu'on ne peut pas parler de guichet unique dans le monde, je ne parle pas au Sénégal, sans évoquer le nom de Gagne 2000, puisque nous avons été les 3e au monde à l'avoir fait, à avoir digitalisé tous les processus import-export. Donc vous voyez qu'on peut construire de très belles aventures
sans que d'une part ça m'appartienne et que ça a commencé par un stage non rémunéré pour lequel j'aurais pu être frustré. Mais bon, quand on est jeune étudiant, on n'a pas de charge de famille, on peut se permettre de se donner à fond pour ses propres convictions. Merci M. Gagne, je pense que vous avez puisé à la bonne source à partir de ce parcours inspirant. J'ai trouvé ça important parce que pour tout entrepreneur, on a besoin de quelqu'un avec qui on va quelqu'un qui pour nous inspirer. Donc on doit à chaque fois regarder les gens qui ont réussi, par quels moyens ils sont passés pour arriver là où ils sont. Quels sont les obstacles qu'ils ont vécus et comment ils ont fait pour réussir. Donc moi j'ai trouvé que c'était important pour nous de recevoir sa visite, mais aussi j'ai retenu qu'il avait osé lancer un projet qui à ce moment-là était, je peux dire, quelque chose de pas facile pour lui, mais quand même il a su trouver les moyens qu'il faut pour aller de l'avant par rapport à ça. Donc je trouve vraiment que c'est inspirant. Et je pense que ça va vraiment nous servir de leçon pour nous les entrepreneurs. Espérons que la visite du parrain de cette première saison a pu booster le moral des candidats qui ont voulu immortaliser le moment. Après ce moment riche en partage, coach Khadijatou Cissé a continué son atelier où elle a échangé avec les candidats sur la résilience et l'intelligence émotionnelle. Vous avez remarqué depuis le début, il y a une abeille à l'écran. Vous l'avez remarqué ou bien vous ne l'avez pas remarqué? Vous avez remarqué l'abeille? Tout le monde l'a remarqué? D'accord, maintenant répondez à ma question. Pourquoi l'abeille, selon vous? J'ai eu à faire des recherches sur cet insecte. Comment ils vivent en fait, l'abeille, les abeilles, comment ils vivent? Ils vivent en colonie. Et avec les abeilles, il y a une reine. Avec les abeilles, il y a ce qu'on appelle les bitumeurs. Il y a même avec les abeilles ce qui transforme le miel. Ils sont constitués en fait en une chaîne en fait. J'ai choisi l'abeille parce que l'abeille est un symbole puissant pour illustrer la résilience. Elle incarne le travail acharné, l'adaptabilité et l'importance du collectif pour surmonter les défis, tout comme vous les entrepreneurs. Et malgré son apparence délicate, l'abeille surmonte des obstacles en volant de fleur en fleur, récoltant ce qui est essentiel pour nourrir et soutenir toute sa communauté. Et tout comme l'abeille, la résilience consiste à transformer des situations difficiles en opportunités, en avançant avec persévérance et en s'appuyant sur ses forces de son environnement pour construire quelque chose de plus grand que soi. Devenez des abeilles. Devenez des abeilles et faites de vos défis un apprentissage. Grandissez, évoluez et j'espère qu'avec eBooster, vous allez tous éclore. Merci. L'entrepreneuriat, pour certains, c'est un moyen de se faire et de s'épanouir. Et seulement, ils oublient que c'est un chemin où il y a énormément d'obstacles. Et par rapport à ça, le thème clé que nous avons travaillé avec eux, qui est la résilience, leur a permis de se reconnecter à eux, de redécouvrir leur potentiel intérieur et de savoir que tout chemin de succès doit souvent et assez souvent même emprunter des chemins semés d'embûches d'obstacles. Et avec la résilience, il faut savoir convertir ces obstacles en opportunités, convertir les défis en succès. Et c'est ça qui permet que l'entrepreneuriat puisse arriver à un moment de succès. Alors voilà, nos candidats viennent d'achever leur première journée. Ils ont bénéficié d'une formation très intéressante sur le business plan avec coach Aïssatou Padane, avant d'enchaîner sur un atelier sur le développement personnel avec coach Khadijatou Cissé sur la thématique de la résilience, très indispensable pour être un entrepreneur à succès. Et cerise sur le gâteau, ils ont reçu la visite du parrain de cette première saison de eBooster. Il s'agit du directeur général de Gaïndé 2000, M. Noureddine Diaye. Il n'a pas manqué de leur lancer des messages clés sur les valeurs que doivent avoir les entrepreneurs pour réussir. Je vous le disais, eBooster est un programme inédit.
et vous avez sûrement pu déjà le constater. Une belle télé-réalité qui met en avant ces jeunes hommes sénégalais, ces jeunes femmes sénégalaises qui y croient, qui n'ont pas peur d'entreprendre et qui n'ont pas peur de se lancer pour devenir demain les champions de l'économie sénégalaise. Voilà, votre émission tire à sa fin pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec un aperçu de ce qui vous attend pour l'épisode prochain et je vous dis à très bientôt. Prochainement dans eBooster. La principale clé pour une présentation, pour une prise de parole en public réussie, c'est quoi? Être vous-même. Et ce que j'aime le plus dans la prise de parole en public, c'est comment occuper l'espace. Les gens oublieront toujours ce que vous avez dit. Par contre, ce que les gens n'oublieront jamais, 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 c'est ce que vous leur avez fait ressentir. Souvent, quand j'avais des problèmes, j'essayais de les gérer seul. Et à force de gérer moi-même mes problèmes, j'ai fini par ne plus montrer mes sentiments. Donc je suis ravie d'être là devant vous à vous raconter cette petite anecdote. Bravo! J'ai foi en l'Afrique, j'ai foi au Sénégal. C'est une conviction qui me ronge. Je dors avec, je me réveille avec. On suit tous l'actualité sénégalaise et d'ailleurs. Et il y a une expression qu'on entend beaucoup et qui nous fait très mal. C'est l'immigration irrégulière. On va en parler aujourd'hui. Généralement, quand on parle d'immigration irrégulière, l'immigration clandestine, moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot fuite. Ça me fait penser à une chanson de Thione Seck qui dit que juddoo ci réew, màggee ci réew, amoo fa baat, amoo fa yoon. Doom bu màggee dinga jéngu, yemale dund ak dee. Donc l'Afrique a besoin de ces jeunes pour se développer. Et c'est possible parce que le futur du monde, c'est l'Afrique. Le Sénégal doit contribuer dans ça. Et je pense que cette image-là, il faut la garder. C'est une image très très forte. Bougez!